Dans les annales sanglantes de l'hérésie d'Horus, peu d'événements résonnent avec autant de tragédie que la destruction de Prospero. Ce monde de savoir et de lumière, sanctuaire des Psykers et joyau architectural parmi les étoiles, fut réduit en cendres par la fureur des Space Wolves. Mais pour comprendre cette catastrophe fratricide, il faut remonter aux origines de la méfiance, aux mots prononcés lors du Conseil de Nicéa et aux décisions qui scellèrent le destin de Magnus le Rouge et de ses Thousand Sons. L'année était 001 M31 et l'Imperium se trouvait à un tournant crucial. La Grande Croisade progressait à travers la galaxie, portant la lumière de l'Empereur au monde perdu dans les ténèbres. Mais au sein des légions de Space Marines, une tension grandissante menaçait de déchirer la fraternité des Primarques. Au cœur de cette discorde se trouvait une question fondamentale. Les pouvoirs psychiques représentaient-ils un don ou une malédiction pour l'humanité? Le monde de Nicéa fut choisi pour accueillir ce grand conclave impérial. Terraformée spécialement pour l'occasion par l'Adeptus Mechanicus, cette planète jeune et volcanique devint le théâtre d'un débat qui changerait le cours de l'histoire. L'empereur lui-même présidait le conseil, assis sur son trône, observant ses fils débattre de l'avenir des Psykers dans les légions Astartes. D'un côté se tenaient les détracteurs des pouvoirs psychiques. Mortarion, le primarque de la Death Guard, connaissait intimement les dangers du Warp. Élevé sur Barbarus, un monde empoisonné où des seigneurs nécromanciens régnaient dans les brumes toxiques des hautes montagnes, il avait vu de ses propres yeux comment la sorcellerie corrompait et asservissait. Pour lui, tout commerce avec le Warp était une souillure, une faiblesse indigne d'un guerrier. Sa voix, grave et chargée de conviction, résonna dans l'amphithéâtre antique. Les Psykers n'étaient que des portes ouvertes aux horreurs de l'Empyrée, des bombes à retardement qui menaçaient leurs frères d'armes. Les Manrus, le roi loup, partageaient cette méfiance. Pour le primarque des Space Wolves, élevé parmi les loups de Fenris et imprégné d'une culture guerrière valorisant l'honneur et le combat loyal, les tours de passe-passe psychiques représentaient une forme de tricherie, une manière déshonorante de faire la guerre. Il regardait Magnus avec un mélange de dédain et de suspicion. Les runes pristes de sa propre légion utilisaient certes des pouvoirs similaires, mais Russ les considérait différents, plus purs d'une certaine manière, liés aux esprits de Fenris plutôt qu'au Warp corrompu. Cette distinction, aussi arbitraire fût-elle, était fondamentale dans son esprit. Face à eux se dressait Magnus le Rouge, le géant écarlate à la peau cuivrée et à l'œil unique. De tous les primarques, Magnus était le plus lumineux, le plus profondément connecté au Warp. Son essence même bouillonnait de potentiel psychique. Il incarnait la promesse et le péril des pouvoirs de l'Empyrée. Et ce jour-là, il se tenait seul pour défendre non seulement sa légion, mais l'avenir même de l'humanité tel qu'il le concevait. Magnus prit la parole avec une passion qui enflamma l'assemblée. Sa voix, amplifiée par son pouvoir psychique, résonnait non seulement dans les oreilles, mais aussi dans les esprits de ceux qui l'écoutaient. Il parla du potentiel illimité que représentaient les pouvoirs psychiques, de l'évolution de l'humanité vers un stade supérieur de conscience. Il évoqua une parabole, celle d'hommes assis autour d'un feu dans les ténèbres d'une caverne souterraine. L'un d'eux découvre la lumière du jour à l'extérieur, mais ses compagnons, satisfaits de leur feu, refusent de le croire. L'explorateur travaille alors sans relâche, creusant un tunnel vers la surface pour apporter la lumière à tous. Pour Magnus, les Psykers étaient ses explorateurs. Ils pouvaient illuminer l'humanité, la guider vers de nouveaux sommets de connaissances et de pouvoir. Interdire leur utilisation reviendrait à condamner l'espèce humaine à stagner dans l'ignorance, à refuser l'outil qui pourrait assurer sa survie et sa prospérité dans une galaxie hostile. Ces Thousand Sons, proclamait-il, avaient maîtrisé ses pouvoirs. Il n'existait aucune connaissance trop complexe pour eux, aucun mystère qu'ils ne puissent percer au service de l'humanité. L'argumentation de Magnus était brillante, passionnée, presque hypnotique. Beaucoup dans l'assemblée furent ébranlés par ces mots. Mais les chasseurs de sorcières avaient leurs propres arguments, tout aussi puissants. Des témoignages de mondes dévastés par des Psykers incontrôlés, de populations réduites en esclavage par des cultes démoniaques, de mutants gibbeux ayant perdu toute humanité. Ils récitèrent une litanie d'horreur, chaque exemple un clou dans le cercueil de la cause de Magnus. Le débat fit rage pendant des jours. Jagatai Khan, le primarque des White Scars,
proposa un compromis. Une formation stricte des Psykers, un contrôle rigoureux plutôt qu'une interdiction totale. Mais sa voix, bien que sage, fut noyée dans la cacophonie des opinions tranchées. Sanguinius lui-même, l'ange ailé et peut-être le plus aimé des primarques, resta étrangement silencieux, ses propres dons psychiques faisant de lui un témoin déchiré de ce conflit. Finalement, l'empereur se leva. Le silence tomba sur l'assemblée comme un linceul. Tous les regards convergeaient vers le maître de l'humanité, attendant son verdict. Quand il parla, sa voix portait le poids de l'autorité absolue, celle d'un Dieu vivant prononçant un jugement irrévocable. L'édit de Nicéa fut sans appel. Les librarius de toutes les légions devaient être dissous. Les librarians seraient redéployés dans les compagnies de combat standards, et tous les Space Marines devaient s'abstenir d'utiliser leur pouvoir psychique au combat. La sorcellerie, définie comme le fait de négocier pouvoir ou connaissance avec les entités du Warp, était formellement bannie. Seuls les navigateurs et les astropathes, essentiels au fonctionnement de l'Imperium, seraient autorisés à continuer leur service sous contrôle strict. Puis l'empereur se tourna vers Magnus. Le regard du maître de l'humanité transperça son fils cyclopéen, et il prononça ces mots qui hantaient Magnus pour l'éternité. « Si tu traites avec le Warp, Magnus, je visiterai la destruction sur toi, et le nom de ta légion sera effacé des archives impériales pour toujours. » Magnus était anéanti. Il avait été convaincu que son père verrait la sagesse de ses arguments, qu'il comprendrait le potentiel des pouvoirs psychiques. Au lieu de cela, il se sentait trahi, incompris, condamné pour avoir cherché à faire progresser l'humanité. Dans son orgueil et son chagrin, Magnus quitta presque la salle en signe de protestation, mais l'empereur lui barra le chemin. La confrontation entre père et fils, enregistrée dans le grimoire Hereticus, fut brève mais chargée de tension. L'empereur ordonna à Magnus de cesser immédiatement toute pratique de sorcellerie et d'incantation, ainsi que la poursuite de toute connaissance liée à la magie. Magnus acquiesça. Il promit d'obéir. Mais au fond de son cœur, une graine de ressentiment avait été plantée. Comment son père, l'être le plus puissant de la galaxie, pouvait-il ne pas comprendre? Comment pouvait-il condamner la quête de connaissance qui définissait les Thousand Sons? En retournant sur Prospero, Magnus rumina son amertume. Publiquement, sa légion se conforma à l'édit. Le Librarius fut dissous, les rituels psychiques cessèrent d'être pratiqués ouvertement. Mais en secret, dans les pyramides scintillantes de Tisca, la cité de lumière, les Thousand Sons continuèrent leurs études. Magnus se convainquit que tant qu'ils restaient discrets, tant qu'ils maîtrisaient leur art, l'empereur ne pourrait appliquer son décret sans placer des custodes comme gardiens dans sa légion. Et cela, pensait-il, ne se produirait jamais. C'était une erreur fatale, née de l'arrogance et d'une compréhension imparfaite de la nature du Warp et de ses habitants. Magnus croyait maîtriser les pouvoirs de l'Empyrée, mais en réalité, il était déjà manipulé par des forces bien au-delà de sa compréhension. Tzeentch, le dieu du chaos, du changement et de la sorcellerie, tissait sa toile autour du roi écarlate, préparant le terrain pour une tragédie d'une ampleur cosmique. Les années passèrent après le conseil de Nicéa, et Magnus continua ses études interdites dans l'ombre de Prospero. Mais le destin préparait un coup terrible, car Magnus, malgré toute son intelligence et ses pouvoirs, était sur le point de découvrir une vérité qui ébranlerait les fondations mêmes de l'Imperium. Horus, le War Master bien-aimé, l'épée de l'empereur, avait été corrompu par le chaos. La révélation vint à Magnus comme un coup de tonnerre. Utilisant ses pouvoirs de divination, scrutant l'avenir et les courants du Warp, le primarque des Thousand Sons perçut la trahison qui se tramait. Horus, le premier retrouvé, le plus favorisé des fils de l'empereur, celui à qui le maître de l'humanité avait confié le commandement de toutes ses armées, avait tourné le dos à la lumière. Il s'apprêtait à plonger la galaxie dans une guerre civile dont les échos résonneraient pendant des millénaires. Magnus fut horrifié. Comment était-ce possible? Horus, si noble, si brillant, si loyal. Et pourtant les visions ne mentaient pas. Le primarque cyclopéen vit Isvan III, le massacre des loyalistes. Il vit les ténèbres s'amasser, les légions se diviser, les frères se retourner les uns contre les autres. Il comprit que s'il n'agissait pas immédiatement, l'Imperium serait perdu. Mais comment avertir l'empereur? Prospero se trouvait à des années-lumière de Terra,
Un message astropathique conventionnel prendrait trop de temps, et de toute façon, Magnus savait que de telles communications pouvaient être interceptées, déformées ou simplement ignorées. Non, il fallait un moyen plus direct, plus certain. Il devait parler directement à son père, esprit à esprit, à travers le gouffre de l'espace et du warp. Les conseillers de Magnus, notamment Azek Ahriman, son premier capitaine et chef bibliothécaire, le mirent en garde. Il existait d'autres moyens, moins risqués, pour contacter Terra. Mais Magnus, dans son arrogance et son urgence, rejeta leurs conseils. Il était convaincu de maîtriser suffisamment les pouvoirs du warp pour accomplir cet exploit sans conséquences néfastes. Après tout, n'était-il pas le plus grand psycheur de l'Imperium après l'empereur lui-même? N'avait-il pas étudié les mystères de l'Empyrée pendant des décennies? Ce qu'il ne comprenait pas, ce qu'il refusait d'admettre, c'est qu'il avait déjà été manipulé. Tzench, l'architecte du destin, le grand conspirateur, avait orchestré chaque étape de ce qui allait suivre. Les visions de Magnus n'étaient pas le fruit de son propre pouvoir, mais des révélations soigneusement dosées par le dieu du chaos. La découverte de la trahison d'Horus, le sentiment d'urgence, la certitude qu'il était le seul capable d'avertir l'empereur, tout cela faisait partie du plan de Tzench. Magnus se retira dans les profondeurs de la pyramide de Photep, sa bibliothèque personnelle et sanctuaire intérieur. Là, entouré de ses plus fidèles disciples, il commença le rituel. Des cercles de runes furent tracés sur le sol de marbre blanc. Des chandelles aux flammes étranges, qui brûlaient dans des couleurs qui n'existaient pas dans le spectre normal, furent allumées. Les psykers les plus puissants des Thousand Sons formèrent un cercle autour de leur primarque, prêts à canaliser leurs énergies combinées pour amplifier le pouvoir de Magnus. Le rituel dura des heures. Magnus poussa son esprit au-delà de toutes les limites, projetant sa conscience à travers le warp avec une force qui aurait détruit n'importe quel autre psyker. Il traversa le maelstrom de l'Empyrée, évitant les prédateurs daémoniques qui chassaient dans ces eaux tumultueuses, repoussant les tentatives de corruption et de séduction des entités du warp. Son œil unique brillait d'une lumière aveuglante, tandis qu'il concentrait toute sa volonté sur un seul objectif, atteindre Terra, atteindre son père. Et il réussit, ou du moins, il le crut. Sa projection psychique frappa le palais impérial comme un météore d'énergie pure. Mais ce que Magnus ne savait pas, ce que Tzeentch lui avait soigneusement caché, c'est que l'empereur travaillait sur un projet d'une importance capitale, le projet Webway. Depuis des décennies, peut-être même des siècles, le maître de l'humanité œuvrait à créer une version humaine du Webway Eldar, ces tunnels dans l'espace-temps qui permettaient de voyager sans passer par le warp. C'était son plan pour libérer l'humanité de sa dépendance aux navigateurs, pour rendre les voyages spatiaux sûrs et instantanés. C'était, en un sens, le projet le plus ambitieux de l'empereur, celui qui devait assurer l'avenir de l'espèce humaine pour les millénaires à venir. Et le cri psychique de Magnus, dans son puissance aveugle et incontrôlée, déchira les barrières psychiques qui protégeaient ce projet. Des fissures apparurent dans les murs de la réalité que l'empereur avait si soigneusement érigée. Et à travers ces fissures se déversèrent les horreurs du warp. Des démons par milliers envahirent le Webway impérial, massacrant les ouvriers et les techniciens, détruisant des décennies de travail en quelques minutes de carnage. Des milliers de personnes moururent, leurs esprits brûlés par la puissance brute du message psychique de Magnus, incapables de supporter l'intensité de sa communication. Le palais impérial fut plongé dans le chaos, tandis que les custodes et les sœurs du silence luttaient pour contenir l'incursion daémonique. L'empereur lui-même dut quitter ses autres travaux pour colmater la brèche, se liant au trône d'or pour maintenir les barrières psychiques qui empêchaient les démons d'envahir directement Terra. Et le message de Magnus, l'avertissement vital concernant Horus, il fut ignoré. L'empereur, confronté à la destruction de son œuvre la plus importante, vit non pas un fils fidèle essayant de le prévenir, mais un fils désobéissant qui avait violé son serment le plus sacré. Il avait explicitement interdit à Magnus l'usage de la sorcellerie et des pouvoirs psychiques lors du conseil de Nicaea. Et non seulement Magnus avait désobéi, mais il l'avait fait de la manière la plus catastrophique possible. La rage de l'empereur fut terrible. Il ne crut pas à l'histoire de la trahison d'Horus. Comment le pourrait-il? Horus était son fils préféré, celui en qui il avait placé toute sa confiance. Non, c'était Magnus qui avait été corrompu, Magnus qui était le traître.
Les dieux du chaos avaient dû le manipuler, lui faire croire à ses mensonges sur Horus pour justifier sa violation de l'édit de Nicaea. Sur Prospero, Magnus se réveilla de sa transe, épuisé mais satisfait. Il avait réussi. Il avait délivré son message. Maintenant, l'empereur saurait, et il pourrait agir pour arrêter Horus avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors qu'il se relevait péniblement, soutenu par ses disciples inquiets, Magnus sentit un frisson glacial le parcourir. Quelque chose n'allait pas. Le warp autour de Prospero semblait agité, troublé. Des rires lointains résonnaient à la limite de sa perception, des rires qui n'appartenaient à rien d'humain. C'est alors que la terrible vérité commença à s'insinuer dans son esprit. Il avait été manipulé. Tout cela faisait partie d'un plan plus vaste, d'une conspiration tissée par des entités qui jouaient aux échecs avec le destin de l'humanité. Tsench, le changeur de voix, l'avait guidé pas à pas vers cette catastrophe. Et maintenant, Magnus commençait à comprendre l'ampleur de son erreur. Les jours suivants furent une torture pour le primarque cyclopéen. Il attendait une réponse de Terra, un signe que son père avait compris qu'il agissait pour contrer Horus. Mais le silence était assourdissant. Aucun message, aucune communication. Juste un vide oppressant qui pesait sur son âme comme une pierre tombale. Finalement, la vérité arriva. Non pas sous la forme d'un message bienveillant, mais comme un décret de mort. L'empereur avait ordonné que Magnus soit ramené à Terra pour y être jugé. Une flotte de censure était en route vers Prospero, et à sa tête se trouvait celui que Magnus redoutait le plus, Leman Russ, le roi loup, l'exécuteur de l'empereur, celui qui n'avait jamais caché sa méfiance et son mépris envers les Thousand Sons et leurs pratiques psychiques. Magnus fut submergé par un sentiment de trahison et de désespoir. Il avait essayé de sauver l'Imperium, et voici comment son père le récompensait, en envoyant les Space Wolves pour l'arrêter comme un criminel vulgaire. Mais alors même que la colère montait en lui, Magnus comprit quelque chose de plus profond. Il avait violé l'édit de Nicaea. Il avait désobéi à l'ordre direct de l'empereur. Et pire encore, sa désobéissance avait causé des dommages catastrophiques. Peut-être méritait-il ce châtiment. Dans son désespoir et son sentiment de culpabilité, Magnus prit une décision qui scellerait le destin de sa légion. Il décida d'accepter la punition de l'empereur. Il ne résisterait pas. Il laisserait les Space Wolves venir. Il subirait le jugement de son père. C'était, pensait-il, la seule façon de racheter son erreur, de prouver qu'il n'était pas complètement perdu au chaos. Mais pour que sa légion accepte ce sacrifice sans se battre, Magnus devait leur cacher la vérité. Il jeta un cocon psychique autour de Prospero, bloquant toutes les communications astropathiques et empêchant même les Corvidae, les voyants de sa légion, de percevoir l'avenir. Il dispersa les éléments de flotte des Thousand Sons dans la galaxie, les envoyant en missions diverses avec des ordres scellés. Et puis, il attendit, seul avec son fardeau, tandis que la tempête se rassemblait à l'horizon. Ce que Magnus ne savait pas encore, ce qu'il ne pouvait pas savoir dans son isolement auto-imposé, c'est qu'une autre manipulation était en cours. Car Horus, déjà corrompu et préparant sa rébellion, avait eu vent de la flotte de censure envoyée contre Magnus. Et le War Master déchu vit là une opportunité trop belle pour être ignorée. Si Magnus pouvait être tourné vers le chaos, ou du moins neutralisé et ses Thousand Sons détruits, cela renforcerait considérablement la position d'Horus. Une légion loyaliste de moins à combattre, et peut-être même une légion supplémentaire à ses côtés. Alors que la flotte de censure progressait vers Prospero, traversant le vide glacial de l'espace, Horus mit en œuvre la phase suivante de son plan. Il contacta Leman Russ, utilisant son autorité de War Master pour intercepter les communications entre le roi loup et Terra. Les mots d'Horus furent choisis avec soin, chacun une graine de poison plantée dans l'esprit déjà méfiant de Russ. Le War Master parla de la trahison de Magnus, de la corruption évidente de la Légion des Thousand Sons. Il suggéra que ramener Magnus à Terra serait une perte de temps et d'efforts. Après tout, n'était-il pas clair que le roi écarlate avait été complètement corrompu par les pouvoirs du Warp? Et s'il parvenait à s'échapper pendant le transport? S'il utilisait ses sorcelleries pour corrompre d'autres légions? Non, argumenta Horus. La seule solution rationnelle était d'éliminer la menace à la source. Prospero devait brûler, et Magnus devait mourir. Russ, déjà prédisposé à détester Magnus et tout ce qu'il représentait,
trouva ses arguments convaincants. Le War Master avait raison. Comment pourrait-on faire confiance à un sorcier, surtout un sorcier qui avait si clairement violé les ordres de l'empereur? Et Constantin Valdor, le commandant des Legio Custodes qui accompagnait la flotte de censure, ne s'opposa pas non plus à ce changement de plan. Lui aussi avait vu les dégâts causés par l'incursion psychique de Magnus au palais impérial. Lui aussi avait combattu les démons qui s'étaient déversés dans le Webway. Sa colère contre le primarque des Thousand Sons était peut-être encore plus froide et plus implacable que celle de Russ. Pour renforcer la flotte de censure, Horus envoya 5000 légionnaires de ses propres Sons of Horus, ainsi que 12 titans de la Legio Mortis. Officiellement, c'était pour s'assurer du succès de la mission. En réalité, c'était pour garantir que Prospero serait complètement détruit et que Magnus n'aurait aucune chance de survie ou de fuite vers Terra. Avant de lancer l'assaut, Leman Russ tenta une dernière fois de communiquer avec son frère. Mais cette tentative de communication était elle-même vouée à l'échec, corrompue par les machinations du chaos. Russ croyait qu'un certain Casper Hauser, un érudit qu'il pensait être un agent caché des Thousand Sons, pourrait servir d'intermédiaire pour transmettre un message à Magnus. Il déclara l'approche de sa flotte et demanda que les civils soient évacués et que Magnus se rende. Mais Hauser n'était pas ce que Russ pensait. Il était en réalité un pion du chaos, placé là pour ressembler à un agent des Thousand Sons, mais sans aucun véritable lien avec eux. Le message ne fut jamais reçu par Magnus, et sans aucune tentative de communication vox normale, Leman Russ interpréta le silence comme une confirmation supplémentaire de la trahison et de l'hostilité de Magnus. L'heure du jugement était venue. Les loups allaient être déchaînés. La flotte de censure émergea du Warp dans le système de Prospero. Des centaines de vaisseaux, gris, or et noirs, remplissaient l'espace orbital. Les Space Wolves, les Custodes, les Sœurs du Silence, tous unis dans un objectif commun, faire payer Magnus pour ses crimes. Sur Prospero, la population vaquait à ses occupations quotidiennes, inconsciente du danger qui approchait. Les Thousand Sons continuaient leurs entraînements et leurs études ésotériques. Aucune alerte n'avait été déclenchée. Aucune fortification n'avait été érigée. Magnus avait trop bien fait son travail en cachant la vérité à sa légion. Il y eut quelques exceptions. Certains membres de la légion ou des civils captèrent des bribes d'informations concernant l'approche de la flotte. Mais ces individus disparurent mystérieusement, leurs souvenirs effacés par une télépathie puissante. Les preuves suggèrent que Magnus lui-même intervenait pour maintenir le voile d'ignorance sur Prospero, empêchant toute panique ou préparation défensive qui aurait pu ruiner ses plans de reddition honorables. L'aube se levait sur Tisca, la cité de lumière, capitale de Prospero. Les pyramides de marbre et d'or réfléchissaient les premières lueurs du soleil, créant un spectacle d'une beauté à couper le souffle. Les habitants se réveillaient, préparant leur journée, sans savoir que c'était la dernière aube que beaucoup d'entre eux verraient jamais. Puis le ciel s'embrasa. Des éclairs de lumière déchirèrent les nuages, tandis que les premiers tirs orbitaux frappaient la surface de Prospero. Le tonnerre des décharges atmosphériques roula à travers le paysage. Des projectiles hypersoniques créèrent des bangs soniques qui brisèrent les fenêtres et secouèrent les bâtiments. Les citoyens de Tisca, encore ensommeillés, furent arrachés à leur lit par les impacts qui secouaient toute la ville. Le premier rayon d'énergie de la flotte impériale frappa Prospero à 1 kilomètre au nord-est de Tisca, un doigt de lumière brute qui incinéra tout dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Ce n'était que le début. Quelques secondes plus tard, la flotte entière ouvrit le feu. Des milliers d'armes de toutes sortes convergèrent sur la planète sans défense. Canons à énergie, lances de masse, bombardements cinétiques. Le flagship de Russe, le battle barge Rafunkel, mena l'assaut, ces systèmes d'armes massifs gravant des lignes de destruction à travers la surface de Prospero. Les défenses orbitales de Prospero, négligées depuis des décennies, car les Thousand Sons s'étaient concentrés sur d'autres priorités, furent détruites en quelques minutes. Les plateformes de défense furent prises complètement au dépourvu. Une minute, leurs augures étaient silencieux. La minute suivante, une vaste flotte était apparue, et des salves de torpilles étaient déjà en route. La plupart furent éliminées avant même d'avoir pu activer une seule arme. Les quelques chanceuses qui parvinrent à tirer un coup rapide furent encerclées et oblitérées quelques instants plus tard. Le bombardement orbital était si intense qu'il aurait dû effacer toute vie sur Prospero en quelques heures.
Des continents entiers de métropoles auraient pu être rasés par cette puissance de feu concentrée. Mais Tizca tenait bon. Un bouclier scintillant, à peine visible à l'œil nu, enveloppait la capitale. C'était un bouclier kiné, généré par la pure force télékinétique des sorciers du culte Raptora des Thousand Sons. Ces Psykers, même dans leur ignorance de la situation réelle, maintenaient constamment ce bouclier comme une mesure de précaution standard. Et maintenant, alors que des mégatonnes d'explosifs et d'énergie s'abattaient sur la ville, ils concentraient toute leur volonté pour renforcer cette défense. Le bouclier était aussi dur et impénétrable que ces Psykers pouvaient le concevoir mentalement. Les impacts sympathiques tuaient certains membres du culte, leur esprit brûlé par l'effort de maintenir la barrière, mais le bouclier tenait. Les Space Wolves continuèrent le bombardement pendant un temps, espérant peut-être surcharger le mystérieux bouclier. Mais cela ne fit qu'offrir du temps précieux aux commandants des Thousand Sons pour se regrouper et découvrir ce qui se passait. Azek Ahriman, premier capitaine et chef bibliothécaire de la Légion, fut le premier à comprendre l'ampleur de la catastrophe. Il courut vers la pyramide de Photep, cherchant Magnus, exigeant des explications. Magnus reçut Ahriman et les autres commandants dans sa chambre intérieure. Et là, le primarque leur révéla la vérité. Il avait violé l'édit de Nicaea. Il avait causé des dommages terribles au palais impérial. Et maintenant, l'empereur envoyait ses forces pour les punir. Magnus implora sa légion d'abandonner toute idée de défense et d'accepter la mort avec honneur. C'était, disait-il, la seule façon de racheter leur faute. Ahriman fut horrifié. Accepter la mort sans se battre? Laisser Prospero brûler? Laisser tous leurs travaux, toutes leurs connaissances, tous leurs rêves être détruits? C'était inconcevable. Le premier capitaine comprit qu'ils étaient damnés quoi qu'ils fassent. Damnés s'ils se battaient, damnés s'ils ne se battaient pas. Mais au moins, en se battant, ils pourraient mourir en guerriers plutôt qu'en agneaux à l'abattoir. Dans un reflet mineur de la propre attitude de Magnus envers les souhaits de l'empereur, Ahriman décida d'ignorer l'ordre de son primarque. Il rassembla les capitaines et élabora des plans de défense hâtifs. Les Thousand Sons se déploieraient pour protéger Tizca. La Spire Guard de Prospero, l'armée mortelle de la planète, serait mobilisée. Et si Prospero devait tomber, ce ne serait pas sans combat. Frustrés par le bouclier kiné, les Space Wolves changèrent de tactique. Si le bombardement orbital ne pouvait détruire Tizca, alors il la prendrait par la force. Liman Russ lui-même, impatient de punir son frère perfide, ordonna l'assaut terrestre. Le ciel de Prospero se noircit de vaisseaux de débarquement. Ils descendirent du côté est de Tizca en si grand nombre que les observateurs au sol les confondirent d'abord avec des particules de poussière emportées par le vent. Ce n'est que lorsqu'ils se rapprochèrent que la terrible vérité se révéla. Les Space Wolves et leurs alliés atterrissaient en force si massive que Tizca était condamné à l'annihilation. Les Thousand Sons, dans leur orgueil et leur arrogance intellectuelle, n'avaient jamais imaginé que Tizca pourrait subir une attaque aérienne rapprochée. Il n'y avait aucun canon anti-aérien pour menacer les transports de débarquement ou les Stormbirds qui martelaient les défenses au sol. Cette négligence était sur le point de leur coûter cher. Liman Russ fut le premier attaquant à poser le pied sur Prospero, menant personnellement des centaines d'Astartes dans la destruction systématique du littoral de Tizca. Les Thunderhawks établirent des zones de débarquement plus profondes dans la partie est de la ville, larguant des centaines d'éléments d'assaut des Space Wolves au milieu de la milice citoyenne qui se rassemblait. Bien que quelques Thunderhawks furent abattus par des tirs défensifs précis, l'écrasante majorité des Space Wolves débarquèrent sans problème, frappant immédiatement tout autour d'eux. Le carnage était horrible. Les escouades de Landspeeders filaient à travers la ville, abattant indistinctement les civils. En réponse à ces meutes de chasseurs, la Skyguard de Prospero mobilisa ses propres speeders, des appareils en forme de disque armés d'armes à fusion et de missiles. De féroces combats aériens à basse altitude éclatèrent, transformant le ciel de Tizca en un enfer de traînées de missiles et d'explosions. Enhardis par ce signe visible de résistance, la milice de Tizca et les citoyens se soulevèrent pour attaquer les envahisseurs de toutes les manières possibles. Derrière ces groupes épars de résistance, la Spire Guard de Prospero entra en bataille, assignée à des positions par les officiers du culte Corvidae. La 15e infantaire d'assaut Prospérine
prit position en ligne entre la pyramide Pirae et le Skelmis Tholus. Leur commandant, le capitaine Sokem Vitara, fit de la galerie Crétis, le plus ancien musée et galerie d'art de Prospero, son quartier général. La garde palatine se déploya aux abords de la zone de débarquement des Space Wolves. Leur commandant, Caton Afea, héritier de l'une des plus anciennes familles de Prospero, positionna ses troupes avec un sens tactique qui aurait été loué dans n'importe quelle école militaire de l'armée impériale. Il ancra sa défense sur le Cafiera Tholus et disposa ses forces avec une habileté remarquable. Lyman Russ et ses Space Wolves frappèrent la ligne d'Afea en suivant. Ils la submergèrent en moins de 2 minutes. Tisca brûlait, tandis que la lumière de l'aube se répandait à l'horizon. Pourtant, bien que les Space Wolves aient porté un coup écrasant, ils n'avaient pas encore affronté les véritables défenseurs de la ville. C'est à ce moment que les Thousand Sons se manifestèrent. Leur capitaine agissait conformément à leur plan de défense précipité. Ahriman mena l'occulte Scarab pour renforcer la 15e infanterie d'assaut. Bien que l'unité de Spearguard ait eu un certain succès en utilisant les rues étroites de Tisca à son avantage, ils n'étaient que des soldats mortels. L'occulte Scarab arriva juste après que les loups eurent percé leur ligne. Alors qu'Ahriman formait sa ligne de tir face aux loups qui chargeaient, il scruta le long de son bolter et trouva le fil précognitif qui guiderait son tir pour faire exploser le casque d'un Space Wolf. L'importance de ce moment le fit hésiter. Ce serait le premier coup de feu d'Astartes contre Astartes. Cette hésitation fut fatale. Les Space Wolves qui chargeaient ouvrirent le feu en premier, envoyant plusieurs sekhmets au sol. Le combat pour Tisca atteignit rapidement son paroxysme de violence. Les Adeptus Custodes entrèrent dans la bataille, leurs armures dorées brillant au milieu de la fumée et des flammes. Ces guerriers d'élite, créés par l'empereur lui-même, étaient peut-être encore plus redoutables que les Space Wolves. Puis vinrent les Sœurs du Silence, glissant dans les lignes défensives en petits groupes ou individuellement. L'effet des Sœurs du Silence fut dévastateur pour les Thousand Sons. Ces femmes, toutes des nulles, des parias psychiques, projetaient une aura qui étouffait ou annulait complètement les pouvoirs psychiques des défenseurs. Bien que de nombreux membres de la Légion parvinrent à vaincre ces prétendues troupes d'élite de l'empereur en combat personnel, les effets perturbateurs des Sœurs étaient considérables. Lyman Russ ordonna à sa propre légion de se déplacer aux côtés des Sœurs pour profiter de la confusion. Les rues de Tisca se transformèrent en un labyrinthe de morts. Le vieux Tisca n'était plus. Le paisible dédale de rues antiques n'était plus que cendres et décombres fumants. Les guerriers se frayaient un chemin prudent à travers les ruines incandescentes, tirant depuis la hanche ou combattant avec des haches et épées tronçonneuses. Le littoral était invisible, obscurci par des bancs de brouillard créés par les tirs d'artillerie. Ce qui avait été un phare merveilleux d'illumination pour tous ceux qui souhaitaient le contempler, était maintenant un maelstrom de bataille. L'éperon nord de la ville était un enfer rugissant, ses palais en flammes et ses jardins transformés en désert de cendres. Plus au sud, le port était une gigantesque tache noire à l'horizon, ses structures démolies dans le sillage de l'attaque des Space Wolves. Mais le moment le plus tragique de l'incendie de Prospero fut la destruction de la grande bibliothèque de Tisca. Les pyramides scintillantes qui abritaient de millénaires de connaissances accumulées à travers la galaxie étaient la fierté des Thousand Sons. Chaque texte, chaque grimoire, chaque artefact avait été collecté avec soin pendant la Grande Croisade, préservant le savoir de civilisations mortes depuis longtemps. Les Space Wolves, voyant dans ces archives le savoir interdit source de la corruption de leurs frères, y mirent le feu sans discernement. Les runes pristes de Russe, ironiquement eux-mêmes des Psykers malgré les protestations de leurs primarques, canalisèrent leur pouvoir pour alimenter les flammes. Des manuscrits uniques, irremplaçables, des recherches psychiques d'une valeur inestimable, tout partit en fumée. Pour Magnus le Rouge et ses fils, ce fut une perte bien plus terrible que celle de leur vie. Leur raison d'être, la préservation et l'étude du savoir, étaient réduites en cendres. Des siècles de travail, de découverte, de compréhension, tout détruit en quelques heures de folie destructrice. Certains Thousand Sons pleurèrent ouvertement en voyant les flammes consumer les bibliothèques. D'autres furent saisis d'une rage folle, se jetant sur les Space Wolves avec une férocité désespérée. Malgré la résistance héroïque des Thousand Sons, la supériorité numérique et la fureur implacable des Space Wolves finirent par avoir raison des défenses de Tisca. Les assaillants pénétrèrent de plus en plus profondément dans la ville, repoussant les défenseurs vers le centre,
vers les grandes pyramides qui constituaient le cœur spirituel et administratif de Tizca. Les Thousand Sons se concentrèrent alors sur le rapatriement des unités survivantes de la Spire Guard et le déplacement des civils à travers leurs lignes vers l'endroit le plus sûr qui restait sur Prospero, la pyramide de Photep, la plus au sud des pyramides centrales et le sanctuaire personnel de Magnus. C'est sur la chaussée menant à la pyramide de Photep que se produisit le duel qui déterminerait le sort de la bataille, et peut-être de toute la Légion. Magnus le Rouge, incapable de rester plus longtemps spectateur de la destruction de son monde et du massacre de ses fils, descendit enfin de son refuge. Il était accompagné d'éclairs, de feu et de pluie, une manifestation de sa puissance psychique déchaînée. Il tua les Wulfen de manière explosive, les faisant littéralement éclater de l'intérieur. Il repoussa les Space Wolves avec la férocité d'un déluge, les empalant sur des éclats de verre télékinétiques, les tuant d'un seul regard balafré de son œil unique, faisant exploser leur véhicule blindé avec un simple geste de sa main. Et alors que Magnus avançait, terrible dans sa colère et sa tristesse, l'Hémanorus vint à sa rencontre. Le duel entre les deux primarques fut titanesque, opposant la force brute et la rage du roi loup à la puissance psychique et au désespoir du roi écarlate. Magnus, bien que potentiellement plus puissant, était brisé par la destruction de son monde et la perte irremplaçable de ses bibliothèques. Russ, aveuglé par sa conviction de la trahison de Magnus et manipulé par Horus, ne cherchait que la destruction. Les deux géants s'affrontèrent au milieu des ruines fumantes de Tizca. Russ brandissait sa massive épée de puissance, chacun de ses coups capable de fendre un tank. Magnus répondait avec des éclairs d'énergie pure, déformant la réalité autour de lui, utilisant la sorcellerie que Russ détestait tant. Le combat fut brutal, primal. Russ chargea encore et encore, sa férocité lupine sans pareil parmi les primarques. Magnus esquivait et contre-attaquait avec des sorts dévastateurs, mais son cœur n'était pas vraiment dans le combat. Une partie de lui voulait toujours la punition, voulait toujours expier sa faute. Finalement, dans un moment de distraction ou peut-être de résignation, Magnus laissa sa garde baisser. Russ saisit l'opportunité. Il attrapa son frère, le souleva au-dessus de sa tête malgré la taille colossale de Magnus, et dans un geste d'une brutalité choquante, brisa l'échine de Magnus sur son genou en armure. Le cri de douleur du roi écarlate résonna à travers toute Tizca, un hurlement psychique qui fit saigner les oreilles et vaciller les esprits. Magnus s'effondra, vaincu, brisé dans son corps comme il l'était déjà dans son esprit. C'est à ce moment que tout aurait pu se terminer. Les Thousand Sons, voyant leur primarque abattu, auraient pu se rendre. L'incendie de Prospero aurait été une victoire complète pour les Space Wolves. Mais le destin, ou plutôt Tzeentch, avait d'autres plans. Alors que l'Hémanorus se tenait au-dessus du corps brisé de Magnus, prêt à porter le coup de grâce, le roi écarlate fit un choix désespéré. Tout était perdu. Prospero brûlait, ses fils mouraient par milliers. Ses bibliothèques n'étaient plus que cendres, et maintenant son propre corps était détruit. Dans ce moment de désespoir absolu, Magnus fit appel à la seule puissance qui pourrait encore le sauver, lui et ce qui restait de sa légion. Il cria vers le Warp, vers Tzeentch, le changeur de voix, le dieu du chaos qu'il avait manipulé depuis le début. Et Tzeentch répondit. Une faille dans le Warp s'ouvrit brusquement au centre de Tizca. L'énergie brute de l'Empyrée se déversa dans la réalité matérielle, créant un tourbillon de couleurs impossibles et de formes qui blessaient l'esprit mortel qui les regardait. Magnus, utilisant les dernières bribes de sa volonté, canalisa ce pouvoir. Il arracha la pyramide de Photep de ses fondations, ainsi que tous les Thousand Sons survivants qui se trouvaient à proximité. Les Space Wolves regardèrent stupéfaits, alors que des milliers de leurs ennemis disparaissaient dans le vortex du Warp, emportés vers une destination inconnue. Le rugissement de frustration de Russ rivalisa avec le hurlement de douleur antérieur de Magnus. Ils avaient été si proches de l'anéantissement total des Thousand Sons, et maintenant leur proie s'échappait. La faille se referma aussi soudainement qu'elle s'était ouverte, et quand elle disparut, emportant Magnus et les survivants de sa légion, elle laissa derrière elle un Prospero en ruine. Les pyramides encore debout étaient noircies par la fumée et le feu. Les rues de Tizca n'étaient plus qu'un labyrinthe de décombres. Le ciel lui-même semblait plus sombre, comme si la planète pleurait ce qui avait été perdu. Les Thousand Sons se retrouvèrent sur un monde nouveau, caché dans l'œil de la terreur.
la planète des sorciers. Et à leur grande surprise, Tizca elle-même avait été transportée avec eux, ou du moins, une version tordue et corrompue de la cité. Les pyramides étaient là, défigurées mais intactes. Les bibliothèques étaient préservées, bien que maintenant imprégnées de l'énergie chaotique du Warp. Mais le prix de cette survie était terrible. En appelant Tzeentch, en acceptant le salut du dieu du chaos, Magnus avait scellé le destin de sa légion. Ils étaient maintenant liés au changeur de voie pour l'éternité. Le primarque lui-même subit une transformation, son corps mortel brisé étant remplacé par une forme démonique. Magnus le Rouge était devenu un prince démon, ascendant au-delà de la mortalité, mais perdant une grande partie de ce qu'il avait rendu humain. Pour les Thousand Sons aussi, les changements étaient profonds. Leur âme était marquée par la souillure du chaos. Et plus tard, lorsque Ahriman, dans une tentative désespérée de sauver sa légion de la mutation qui les consumait, lancerait le rubrique, la majorité des Thousand Sons serait transformée en automates sans esprit, leur essence emprisonnée dans leurs armures pour toujours. Sur Prospero, les Space Wolves contemplaient leur victoire amère. 9/10 de la légion des Thousand Sons avait été détruit. Des centaines de milliers de civils prospérins étaient morts dans l'assaut. La planète elle-même était dévastée, déclarée monde mort par l'Imperium. Mais la victoire avait coûté cher aux fils de Russe également. Les Space Wolves avaient subi environ 25 000 pertes mortelles au combat, un nombre substantiel de leur force totale. Plusieurs milliers d'autres, principalement de la 13e Grande Compagnie, étaient simplement listés comme disparus. Ils avaient poursuivi les Thousand Sons dans le Warp et ne seraient pas revus pendant 10 000 ans. Les réserves de munitions et d'équipements des Space Wolves étaient gravement épuisées. Lorsque l'hérésie d'Horus éclata officiellement quelques mois plus tard, la Légion était incapable de s'engager dans autre chose qu'une guerre limitée. Pire encore, les Space Wolves découvrirent bientôt qu'ils avaient été manipulés. Horus n'avait jamais eu l'intention que Magnus soit simplement capturé. Le War Master voulait que les deux légions se détruisent mutuellement, affaiblissant les forces loyalistes avant même le début de sa rébellion. Et il avait presque réussi. Quand Russ apprit l'étendue de la trahison d'Horus, quand il comprit qu'il avait été utilisé comme un outil pour servir les plans du chaos, sa rage fut terrible. Mais elle était teintée de quelque chose de plus rare pour le roi loup, le regret. Avait-il fait ce qu'il fallait? Magnus méritait-il vraiment une telle destruction? Ces questions le hanteraient pour le reste de ses jours. Les Space Wolves tentèrent de rejoindre la défense de Terra, mais Horus avait prévu cela aussi. L'Alpha Légion les tendit une embuscade dans la nébuleuse d'Alax, les retardant encore plus. Ce n'est qu'avec l'aide des Dark Angels que Russ et ses fils purent s'échapper et continuer leur voyage. Mais le temps perdu était crucial. Les Space Wolves n'arrivèrent jamais au siège de Terra, incapables d'aider l'empereur dans son heure de plus grand besoin. Pour Magnus et les Thousand Sons, l'incendie de Prospero devint le point de pivot de leur existence. Chaque pensée, chaque action était désormais teintée par le souvenir de ce jour terrible. La haine pour les Space Wolves brûlait dans leur cœur comme un feu éternel. Magnus lui-même jura qu'il ne reposerait jamais tant que Lemanrus et ses fils ne seraient pas effacés de la surface de la galaxie. Cette vengeance, Magnus la poursuivra pendant 10 millénaires. Il attaqua Fenris à plusieurs reprises, dévastant de vastes étendues du monde natal des Space Wolves. Lors de la bataille du Croc, au 32e millénaire, il manqua de peu d'anéantir le chapitre entier. Et en 999 M41, pendant le siège du système Fenris, Magnus lança son assaut le plus dévastateur, amenant même la planète des sorciers elle-même à se matérialiser au-dessus de Prospero. Mais malgré toute sa puissance de prince démon, malgré toutes ses machinations et ses armées de sorciers et de démons, Magnus n'a jamais pu effacer la douleur de cette trahison. Il se voit toujours comme une victime, incompris par son père, trahi par ses frères, manipulé par des forces au-delà de sa compréhension. Une partie de lui, enfouie sous des couches de corruption et de rage démonique, se souvient encore du savant qu'il était autrefois, de l'idéaliste qui voulait seulement faire progresser l'humanité. L'héritage de la destruction de Prospero s'étend bien au-delà des deux légions directement impliquées. Elle représente l'une des premières et des plus catastrophiques confrontations de frères d'armes pendant l'hérésie d'Horus. Elle démontre comment la manipulation, la méfiance et l'orgueil peuvent transformer des héros en monstres, des loyalistes en traîtres. Elle illustre aussi la tragédie inhérente à l'univers de Warhammer 40 000.
Car si Magnus avait été écouté, si l'empereur avait cru son avertissement concernant Horus, toute l'hérésie aurait peut-être pu être évitée. Si Horus n'avait pas changé les ordres, Magnus aurait peut-être été ramené à Terra, jugé et éventuellement pardonné. Si Russ avait été moins prompt à la violence, moins manipulable, la légion des Thousand Sons aurait peut-être pu être sauvée. Mais dans l'univers sombre du 41e millénaire, il n'y a pas de place pour les si. Il n'y a que les conséquences de nos actions qui se répercutent à travers les siècles. Prospero brûla, Magnus tomba, et la galaxie fut changée à jamais. Aujourd'hui, 10 000 ans plus tard, la rivalité entre les Thousand Sons et les Space Wolves continue. Chaque fois que leurs chemins se croisent, le sang coule. Les fils de Magnus cherchent toujours leur vengeance. Les fils de Russ portent toujours le fardeau de ce qu'ils ont fait. Et dans les ruines de Prospero, maintenant lentement reconstruites par Magnus comme partie de son nouveau royaume pour les Psykers, les échos de cette bataille résonnent encore. La destruction de Prospero reste l'un des moments les plus sombres de l'hérésie d'Horus. Un rappel que parfois, les plus grandes tragédies ne viennent pas de nos ennemis, mais de nos propres erreurs, de notre orgueil et de notre incapacité à communiquer avec ceux que nous devrions chérir le plus. Ainsi s'achève, mes amis, le récit de la chute de Prospero. Une tragédie en plusieurs actes, où chaque acteur fut à la fois bourreau et victime, où les intentions les plus nobles engendrèrent la plus funeste des catastrophes, et où l'orgueil se paya au prix du sang et des cendres. Si cette immersion au cœur de l'un des épisodes les plus dramatiques de l'hérésie d'Horus vous a captivé, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour encore plus de lore Warhammer 40 000. Dites-moi en commentaire, selon vous, Magnus méritait-il son destin ou n'a-t-il été qu'une victime des circonstances? Et quelle bataille de l'hérésie souhaiteriez-vous voir analysée ensuite? On se retrouve très bientôt pour de nouvelles plongées dans les ténèbres du 41e millénaire.